Il y a quelques jours, en scrollant sur Twitter, je tombais sur ce tweet. Je ne sais pas comment ce gazouillis d'un compte à 15 abonnés est arrivé sur le radar de la droite Twitter, mais très vite, il s'est pris un ratio, et les indignations et insultes proliféraient dans les commentaires. Jusqu'à la suspension du compte, suite à un signalement massif, histoire de rappeler que la censure à la base, c'est de droite, les premiers cancers, ce sont eux. Dans les commentaires de ce tweet, il y avait Zemmour. Comme j'aimerais éviter de plomber esthétiquement ma vidéo dès le début, son physique étant bien trop proche de ses idées, je vais pas vous mettre l'extrait, mais j'ai l'audio. Toutes les civilisations ont été esclavagistes, depuis l'aube de l'humanité. Les Grecs qui ont inventé la démocratie étaient esclavagistes. Et que l'esclavage, c'est vraiment général. Ce qui est exceptionnel, c'est l'abolition de l'esclavage. Et ça, c'est uniquement dans le monde chrétien. Il sous-entend sur ce plateau télé que l'esclavage a été aboli en raison de la supériorité morale de l'Occident chrétien. Un point de vue authentiquement raciste. Mais est-ce étonnant, de la part d'un bourgeois parisien hors sol qui a fait du racisme, de la xénophobie et du sexisme son fonds de commerce depuis 20 ans, et qui est soutenu par des bourgeois racistes qui lui donnent des heures de télé à grande écoute et un salaire mensuel à 5 chiffres. On rappelle, c'est très différent de Macron, qui lui est soutenu par des bourgeois qui, eux, ne sont pas... qui sont un peu moins racistes. L'esclavage a effectivement existé un peu partout sur la planète, et c'est l'Occident chrétien qui l'a aboli en premier. Encouragement au petit Zemmour qui évite la bulle en histoire ce semestre. Il faut le souligner, c'est rare. D'habitude, il raconte n'importe quoi. Si vous ne croyez pas, faites une recherche, il y a de nombreux articles d'historiens qui recensent ces mensonges. Si vous êtes déjà zemmouroïde, clairement, l'exactitude historique, vous n'en avez pas grand-chose à faire, vous avez probablement déjà quitté la vidéo. En plus, dans ma tête, vous ressemblez à ça. Je compatis. Pour autant, ça reste éclaté comme argument. Ça vaut pas la moyenne de 3 sur 20 tout au plus. Mais apparemment, ça suffit à quelques droitards pas bien finaux pour reprendre sa take en cœur. Sur cette histoire précise de l'esclavage, les Blancs ont évidemment participé à l'esclavage, mais ils sont quand même surtout connus dans le monde pour l'avoir aboli. Et c'est les seuls à l'avoir fait. Mais le privilège blanc abolit l'esclavage. Parce qu'apparemment, se poser en grand libérateur de la planète après avoir mis fin à un système immoral, injuste, criminel, qu'on a soi-même mis en place, c'est quelque chose dont il faut être fier. D'autant que les Occidentaux ont vu les choses en grand avec la traite atlantique. Il n'empêche que historiens et historiennes ont toujours montré qu'il y a une particularité de la traite atlantique dans cette histoire des traites et de l'esclavage, particularité par son ampleur, particularité par sa systématisation, particularité par ses conséquences sociales et économiques sur l'Afrique, mais aussi sur l'Europe, ça a terriblement enrichi, ainsi que les États-Unis, et surtout que cette traite, elle a reposé sur le racisme, puisque le racisme a même été construit pour légitimer cette traite. Donc, c'est pas nouveau, on en parle, et utiliser ça comme argument pour minimiser la traite des Noirs et l'esclavage des Noirs dans nos colonies, c'est un mauvais argument. Finalement, c'est peut-être ça dont on devrait être fier. Nos performances dans la grande compétition internationale à la Fils de Buterie. Pour démontrer que l'abolition de l'esclavage en Occident n'a pas grand-chose à voir avec la justice et la morale, nous allons utiliser les travaux de Karl Marx et de Friedrich Engels. Ils ont élaboré au XIXe siècle une grille de lecture scientifique de l'histoire, le matérialisme historique. En philosophie, le matérialisme, c'est une doctrine d'après laquelle il n'existe pas d'autre substance que la matière. C'est le courant le plus proche de la science. C'est d'ailleurs pour ça que la pensée de Marx et d'Engels est qualifiée de socialisme scientifique. Selon la conception matérialiste de l'histoire, les événements historiques sont déterminés non pas par des idées, mais par des rapports sociaux, plus particulièrement par les liens entre les classes sociales, des classes sociales aux intérêts divergents, et par l'impact de l'évolution des moyens de production. Elle se réfère par conséquent à des situations réellement vécues par les humains. C'est tout l'intérêt de cette grille de lecture qui part du réel pour analyser et comprendre le fonctionnement du monde. Marx
Écrit en 1851, dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé. La position matérialiste, c'est on n'a jamais que les idées de sa situation de classe, de sa situation matérielle. La position idéaliste, c'est les idées sont autonomes et elles mènent le monde. L'analyse matérialiste de l'histoire permet d'établir que la fin de l'esclavage résulte du développement de la technique et des intérêts économiques de la classe dominante, et non pas d'idées tombées du ciel que les philosophes des Lumières se seraient contentés de ramasser. Le progrès technique, avec l'élaboration d'outils de plus en plus perfectionnés dans l'agriculture, puis avec le développement industriel, exige des travailleurs qualifiés. Si le fonctionnement de la Grèce antique, par exemple, reposait sur un régime d'esclavage, c'est d'abord dû à son degré de développement technique peu avancé. En outre, il semblerait que l'esclavage ne soit plus rentable, et le capitalisme industriel a trouvé une alternative plus adaptée au développement technique et moins coûteuse, le salariat. Et comme un court extrait de film vaut mieux qu'une longue thèse universitaire, il est temps de vous montrer un court extrait de Quémada, film méconnu de 1969 sur l'impérialisme occidental, inspiré par la pensée de Marx et les écrits de Frantz Fanon. Je ferai peut-être une vidéo sur ce film, allez le voir, et ça vaut le coup. Film réalisé par Gillo Pontecorvo, qui avait déjà commis 3 ans plus tôt un grand classique, La bataille d'Alger. Allez voir la vidéo de Cinéma et Politique sur ce film, je vous mets le lien dans la description. Messieurs, que préférez-vous? Ou disons plutôt, qu'est-ce qui vous convient le mieux? Votre femme ou l'une de ces mulâtresses qui sont là? Non, non, ne vous méprenez pas, c'est du point de vue économique dont il s'agit, du prix de revient, de la rentabilité du produit à l'état brut. J'entends par là de l'amour. L'amour physique, cela va de soi. Il ne faut pas confondre sentiment et économie. Bien. Eh bien, à une femme, on doit offrir un toit. On doit l'habiller, on doit la nourrir, et il faut bien la soigner quand elle est souffrante, etc., etc. Il faut qu'une femme soit entretenue pendant toute sa vie, et aussi quand elle devient vieille et improductive. Et il faudra payer encore pour ses funérailles si par hasard on lui survit. Attendez. Non. Ce n'est certes pas une boutade, messieurs. Croyez-moi, c'est vrai ce que je dis. À l'inverse, avec une prostituée, tout s'arrange. Les frais sont insignifiants. On n'est pas obligé de la loger, de la soigner, de la nourrir, de la vêtir et encore moins de l'enterrer. Une prostituée se prend lorsqu'on en a envie et on ne la paie que pour cela. Et elle est payée, si on peut dire, à la tâche. Et alors, messieurs, dites-moi selon vous, quel est le plus rentable? Un esclave ou un ouvrier salarié? Vous trouvez cette petite perle de cynisme délivrée avec brio par Marlon Brando et directement inspirée par le matérialisme historique de Marx, caricatural? Voyons ce que pensaient les économistes du XVIIIe siècle, les physiocrates, généralement considérés comme les fondateurs de la science économique et les précurseurs du libéralisme économique. Ils estimaient que le système esclavagiste était moins rentable que de recourir à de la main-d'œuvre libre en raison d'une faible productivité et du coût de la traite atlantique très élevé. Celle-ci impliquait de longs voyages maritimes, avec un taux de mortalité élevé chez les esclaves. Il fallait payer des trafiquants locaux pour en capturer, et ensuite il fallait s'en occuper 24 heures sur 24, les nourrir, les loger, les surveiller, faire face à des révoltes. C'était devenu coûteux et dangereux. Le salariat s'est présenté comme une meilleure alternative. Adam Smith, fondateur du libéralisme économique, disait la même chose. L'expérience de toutes les époques et nations me porte à croire que l'ouvrage fait par les hommes libres revient en définitive moins cher que celui exécuté par les esclaves. Vous en conviendrez, on ne trouve là aucune condamnation morale de l'esclavage. L'esclavage est remis en cause uniquement pour des raisons économiques. Alors attention, je ne dis en aucun cas que l'esclavage est préférable au salariat. Ce n'est évidemment pas le cas. Mais je dis que l'abolition de l'esclavage ne résulte pas d'une marche inéluctable de l'humanité vers plus de justice et de morale,
mais de l'évolution du système de production et des conditions matérielles qui ont conduit la classe dominante à préférer le salariat à l'esclavage. On pense en fonction de ces conditions matérielles d'existence et dans un contexte social. Platon et Aristote, des philosophes à la pensée tellement riche et profonde qu'elle a influencé toute la philosophie occidentale jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais remis en cause le régime de l'esclavage sur lequel reposait la société athénienne. Ils l'ont même justifié. Aristote parlait par exemple d'hommes esclaves par nature. On voit bien là que les idées ne naissent pas du néant. Si les philosophes des Lumières, à l'inverse, ont dénoncé l'esclavage, et malgré leur mérite, il ne s'agit pas de le leur enlever. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus intelligents que les penseurs athéniens, mais bien parce qu'un contexte a permis l'émergence de ces idées. En effet, l'esclavage ne faisait jusque-là que l'objet de quelques condamnations morales isolées, et si l'abolitionnisme ne se développait qu'au XVIIIe siècle en tant que revendication politique, c'est que cette idée était en phase avec les intérêts économiques dominants. Est-il pour autant impossible aux opprimés d'influer le cours des choses? Non. Pour évoluer vers l'émancipation de l'individu dans une société de classe aux intérêts divergents, la solution est dans la lutte collective, dans le rapport de force. Il existe de nombreux exemples dans l'histoire, et c'est souvent violent, parce que les dominants n'abandonnent pas leurs privilèges facilement. Même plus d'un siècle après, le rôle essentiel des esclaves dans leur propre libération est encore nié par Zemmour et ses suiveurs, quand ils soutiennent que l'abolition de l'esclavage est le fait de l'Occident chrétien. En fait, une des raisons qui faisait que l'esclavage n'était plus attractif et finit par être abandonné, c'était les révoltes d'esclaves, qui ont été nombreuses, coûteuses, souvent sanglantes. Ainsi, les esclaves qui se sont révoltés en 1791 à Saint-Domingue méritent probablement encore plus d'être retenus dans la mémoire collective pour leur rôle dans l'abolition de l'esclavage que Victor Schœlcher, le rédacteur du décret d'abolition de l'esclavage de 1848. Aux États-Unis, Lincoln, en 1860, quand il est élu président, n'est pas abolitionniste, mais le ralliement à l'armée nordiste de nombreux esclaves, fuyant le Sud, a permis de faire basculer le rapport de force au Congrès en faveur des abolitionnistes. D'autant plus que les industriels du Nord voyaient d'un bon œil cette main-d'œuvre bon marché dont ils avaient besoin dans leurs usines. Le pragmatique Lincoln devenait alors abolitionniste. Un autre exemple de lutte collective qui a porté ses fruits, avec le Front populaire, en 1936, qui met en place les congés payés, réduit le temps de travail et institue les conventions collectives. Si vous pensez que tout ça était dans le programme de Léon Blum dès le départ, vous avez tout faux. Les grandes grèves générales de mai-juin 1936 ont instauré un rapport de force en faveur des travailleurs et forcé la main de la coalition dirigée par Léon Blum à introduire ces réformes sociales historiques. Comme quoi, l'élection à elle seule ne suffit pas, quel que soit le camp élu. L'action collective est le meilleur moyen d'instituer un rapport de force à même de faire reculer la classe dominante. Moi, je vais voter pour Mélenchon, et par conviction antiraciste, par priorité antiraciste, et même par priorité contre l'islamophobie. Ça, c'est la solution sur le temps court, mais sur le temps long, on va le bastonner, Mélenchon. C'est-à-dire que ça va pas être un ami, il va faire le moindre faux pas, on va être là pour l'attaquer, et voilà. Mais je veux dire, il y a une stratégie sur le temps court et une stratégie sur le temps long. Cette dimension de la conflictualité, qui a permis de grandes avancées sociales à travers l'histoire, est aujourd'hui niée par le bloc bourgeois. Regardez comment sont traités dans les grands médias la CGT, Poutou, Mélenchon, etc. Il y a une semaine, vous disiez « je ne vois pas comment on n'irait pas ». Il y a 2 jours, vous disiez « on est en train d'y réfléchir, à y aller ». Alors, avez-vous pris votre décision, Philippe Martinez? Serez-vous à la table des négociations ou de la concertation tout à l'heure? Et si oui, dans quel état d'esprit? Et vous y allez dans quel état d'esprit? Je vous repose la question. Trouver des compromis, avancer, le sujet, ou refuser? Il y a 2 sujets. Est-ce que vous en serez? Par exemple, d'accord, mais est-ce que la CGT sera, s'il y a une conférence organisée sur le financement des retraites, est-ce que la CGT sera là? Évidemment, on ne va pas refuser. Mais si c'est pour nous demander... Donc vous y serez. Si c'est pour vous nous y demander... seriez.
pardon, mais on va pas refaire, parce que j'ai l'impression parfois qu'on est sur les mêmes questions et vous faites les mêmes réponses. On a l'impression qu'on a un disque rayé depuis un mois. En comparaison à des figures plus centristes, plus consensuelles. Donc, quand... Vous n'avez pas le temps d'aller au cinéma. Voilà, non, ça prend beaucoup de temps. C'est comme le golf. Oui, je ne compare pas le cinéma et le golf, mais moi, je préfère... Vous allez vous faire taper sur les doigts encore avec cette référence sur le golf. Oui, voilà. Mais moi, je préfère jouer au tennis parce que c'est plus rapide, bon, ça m'amuse en plus, que de jouer au golf parce que c'est plus long. Regardez comme on parle de la grève comme d'une prise d'otage. Employez jamais le mot de preneur d'otage. Vous savez pas ce que c'est. Moi j'ai été pris en otage pendant 1h30, je peux vous garantir, ça n'a rien à voir à être bondé dans une voiture de voyageurs quand il y a une grève. Il y a des mots pour employer, surtout à votre âge. Je pense qu'aujourd'hui vous devrez faire attention aux mots que vous employez. Et beaucoup de gens emploient ce mot-là, c'est pas un mot si facile à entendre. Quand vous dites que vous avez été pris en otage, vous faites allusion Moi j'étais au Bataclan, donc moi aujourd'hui les discussions de preneur d'otage et de théorie, je sais ce que c'est. Alors autour de cette table où on parle du statut de cheminot, je trouve que c'est un petit peu déplacé. Je ne ferai pas du tout cette confusion. Soyez calme. On est bien d'accord. Je me souviens. La philosophie de Marx est une grille de lecture qui permet d'analyser les phénomènes sociaux. Elle reste pertinente aujourd'hui, et d'autres penseurs s'en sont réclamés, se l'ont appropriée, l'ont enrichie. La vision purement économiste de départ, déjà critiquée par Engels à l'origine, s'est élargie. Intéressez-vous au féminisme matérialiste, à l'antiracisme matérialiste, à des auteurs comme Christine Delphi ou Colette Guillaumin. Nous allons terminer avec un thread Twitter pour donner un exemple d'analyse matérialiste sur une question qui divise la société française et la gauche d'aujourd'hui. Il y a une tradition athéiste forte dans l'histoire de la gauche française, qui a abouti à la loi de 1905, qui sépare l'Église de l'État, puis qui a permis à des millions de jeunes dans les années 60-70 de s'émanciper d'un catholicisme conservateur et puritain qui étouffait le pays. Mais aujourd'hui, la situation a évolué en France. Les religions ne s'ingèrent plus dans les affaires de l'État et leur influence est considérablement réduite. Et pourtant, il existe une ligne de fracture qui ne cesse d'élargir entre ceux qui pensent qu'il faut continuer à traiter toutes les religions de la même manière et d'autres qui soutiennent que le contexte social doit être considéré. Position idéaliste contre position matérialiste. Je vais vous lire 3 tweets de ce thread que je vous invite à lire en entier, l'adresse sera dans la description. On se rend compte que l'islam est plutôt à grands traits une religion des pauvres, pour reprendre un terme de Bégodeau dans notre joie. Les musulmans sont particulièrement représentés dans les quartiers populaires, ils subissent des discriminations à l'embauche, au logement, également par rapport aux violences policières, on pourrait ajouter. Tout cela n'a rien d'anodin. Si on se focalise là-dessus, on peut donc décider de ne pas ajouter à l'oppression sociale des musulmans une oppression athéiste qui vise à réprimer la pratique sociale de leur religion sous prétexte de lutter contre un islam politique absolument marginal en France. Et on peut considérer que la priorité, c'est de lutter avec et pour nos camarades musulmans, en tant qu'ils sont beaucoup à être des classes populaires, et donc à mener la lutte des classes. Bref, être matérialiste, ce n'est pas parler de la religion comme d'un concept absolu. C'est l'inscrire dans un contexte précis, déterminé par des rapports sociaux précis, et ensuite voir l'attitude à adopter avec elle.